Médecin maltraitant ou aspi-friendly? Je suis Maya et dans ces chroniques au titre désormais, vous le savez, un peu taquin, je vous partage mes constats et réflexions de femmes concernées par le TSA depuis toujours, par ma famille, par mon entourage personnel et mon travail. Aujourd'hui et dans la suite de l'épisode précédent, je vous lis le récit et je me fais le porte-voix d'une femme, TSA, quinquagénaire, HPI, qui parle de ses expériences avec le corps médical. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser ou de faire des généralités, parce qu'évidemment, il y a d'excellents médecins. Il y a des gens qui sont formés à l'autisme au féminin avec HPI. Et des personnes qui soignent, qui vont prendre soin et mettre en place l'alliance thérapeutique pour avancer avec le patient. Mais si je vous lis ce témoignage aujourd'hui, c'est parce qu'il me touche, que je le trouve pertinent, et que ce témoignage-là met en lumière, comme d'autres témoignages très forts aussi, une douloureuse réalité pour certaines personnes. Allez, c'est parti. De la violence ordinaire médicale. Pourquoi les médecins sont-ils parfois les meilleurs ennemis des autistes ? Pour faciliter les relations entre autistes et policiers, une carte a été mise en place à Perpignan. En collaboration avec les forces de police, il a été réalisé cette carte à destination des personnes avec autisme pour les forces de l'ordre. Il y est écrit, entre autres, les troubles du spectre autistique et l'autisme Asperger de haut niveau sont des troubles neurologiques sans déficience intellectuelle. Ce ne sont pas des maladies psychiatriques. Merci de prendre en compte mes particularités. Je ne vais pas tout citer. Ça continue en disant « Je suis autiste Asperger ». Ne pas me toucher, ne pas crier, ne pas me forcer à regarder dans les yeux. L'auteur continue en disant pourquoi ce qui apparaît possible à respecter pour des policiers serait-il impossible à respecter pour des médecins ou pour du personnel paramédical, des kinés, des psychologues. Personnellement, ce qui est le plus difficile à vivre pour moi avec le monde médical, c'est de ne pas savoir ce qui va m'être dit. J'ai besoin d'anticiper les dialogues, le sujet abordé et de pouvoir gérer le temps qui va être donné au dialogue en y mettant fin moi-même lorsque je peux le prévoir. En détaillant ces trois choses, le temps, anticiper le sujet et la fin, le temps. Dans une situation médicale ou paramédicale, je n'ai presque jamais le contrôle du temps. Je suis toujours à l'heure, mais on me fait presque toujours attendre, au-delà de l'heure du rendez-vous programmé. Ensuite, sur le fait d'anticiper le sujet. Je peux préparer mon sujet, tel ou tel symptôme, mais on va me poser des questions imprévues qui vont me désarçonner. Auparavant, j'avais essayé de préparer l'entretien médical avec Google, qui avait en fait la fausse bonne idée de commencer par me présenter les pires témoignages possibles du vécu horrible sur le sujet demandé. Donc en fait, j'ose plus questionner Google pour des questions médicales. Je ne peux pas anticiper le sujet et préparer mon sujet. Et puis la fin de l'entretien. En général, le médecin met fin à l'entretien alors que j'ai encore beaucoup de questions. Pourquoi les gens de soins ne prennent-ils quasiment jamais le temps de m'expliquer tous les tenants et les aboutissants? J'ai besoin de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ne me donne-t-on pas accès à l'information que je sollicite? Tout simplement, rien de plus, juste que l'on m'informe de la raison et de la pertinence de tel ou tel protocole médical, parfois invasif, parfois même violent. Pas plus, pas moins, s'il vous plaît, cher personnel dit soignant, parfois maltraitant, même sans préméditation. Imprévu, imprévisible. Voilà les premières explications qui font qu'un entretien médical, même de routine, simple avec un généraliste, est tout de suite compliqué. Parce que je ne peux pas en faire un imprévu prévisible, comme le dit Astrid à Raphaël dans la série TV. Impossible de prévoir le déroulement d'un rendez-vous médical. C'est la première difficulté pour une personne autiste, et non des moindres. Les salles d'attente, par exemple, désagréables sensoriellement. Ensuite, je vais peu m'étendre sur l'aspect du désagrément sensoriel des salles d'attente médicales, mais entre les bruits de tout, de personnes qui parlent à leur téléphone, l'irritation des patients qui vous passent devant, des enfants qui vomissent par terre dans le secrétariat,
L'auteur précise que c'est véridique, c'est pas exagéré. Des appels téléphoniques de la secrétaire, etc. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? C'est un vrai problème, ces rencontres entre médecins et personnes autistes. Un docteur, en général, va toucher sans demander l'autorisation et sans expliquer pourquoi. Où est la logique qu'il vous palpe le ventre lorsque on vient pour un mal de gorge? Un docteur aussi peut sortir des mauvaises surprises de son chapeau de magicien. Par exemple, moi-même avec mon fils qui avait 5 ans, il m'a fait monter à l'hôpital tout de suite, bonjour l'imprévu, emmené par ambulance pour une question à laquelle il ne savait pas répondre. Pour sortir en fait plusieurs heures plus tard du même centre hospitalier avec une ordonnance de « Est-ce que vous êtes bien assis pour écouter ça ?» L'ordonnance disait Dolly, bon, vous avez compris la molécule, en me disant « Rien à faire, ça guérira tout seul ». Côté adaptation aux imprévus, le summum. Et côté logique, assez difficile à comprendre. Un docteur, en général, aussi, n'explique à peu près rien. Il faut lui tirer les vers du nez et il ne semble pas apte à capter qu'on ne cherche pas que des infos fiables. Il a fait des études médicales pour ça, non? Mais ne veut pas donner, lui qui sait, parce qu'il a fait des études, lui. Comment se sentir paisible avec un truc pareil? Un mode d'emploi, un protocole impossible à maîtriser. Et là, je parle surtout de la visite chez un médecin généraliste. Alors, quand il faut rajouter le reste, les examens, les prises de sang, la nudité selon le type de spécialité, avec des gens qui entrent et qui sortent, les soignants qui défilent sans prévenir, souvent sans se présenter, et en plus sans qu'on sache si c'est un docteur, un auxiliaire parfois, etc., sans qu'on sache si c'est quelqu'un qui va intervenir sur nous ou pas. Sans parler du fait qu'on a maximum 2 minutes chrono pour éventuellement mentionner l'autisme, qu'ils connaissent parfois à peine, dans le meilleur des cas. Bref, un vaste sujet, médecin et autisme. Mais franchement, autisme et médical, voire paramédical, kiné ou psy, ça fait pas souvent bon ménage, la plupart du temps. Par honnêteté, je dois préciser que j'ai rencontré un excellent médecin, compétent, humain et conventionné secteur 2, donc avec honoraire libre, qui usait librement de son temps pour prendre du temps avec chaque patient. Malheureusement, au 2e enfant, je n'avais plus les moyens d'aller chez lui. Et je dois aussi mentionner que la neuropsychologue avec qui j'ai passé 3 ans en thérapie TTC était une véritable perle. Elle continue. Besoin de contrôle versus pouvoir médical. Impossible de calmer et apaiser l'anxiété par le contrôle, puisque c'est le corps médical qui prend le pouvoir pour contrôler le corps de son patient. Pourquoi un médecin ne pourrait-il pas comprendre qu'une personne avec autisme ait besoin d'avoir le contrôle pour baisser son niveau d'anxiété? Oui, le médecin est plus compétent en connaissances médicales dont il reste jalousement propriétaire sans partage. Mais une personne autiste, normalement, devrait avoir le pouvoir de contrôler ce qui la concerne, notamment son propre corps, si je ne m'abuse. Pardonnez-moi, je fais une pause dans la lecture pour vous dire que je travaille en particulier sur 5 sujets en ce moment. L'empathie chez les autistes, sur la demande de l'un d'entre vous, et je l'en remercie. Le fond ou la forme, est-ce qu'il faut être franc ou enrobé? La facilité. Est-ce que certains ne devraient pas faire un effort? Et potentiellement pas ceux auxquels vous pensez directement. Le couple avec une personne TSA, une lettre ouverte pour les jeunes TSA. Bon, à l'heure actuelle, tous ces sujets m'intéressent tellement que j'ai pas encore choisi lequel je vous mets en ligne pour le 3e samedi de juillet. On verra bien lequel je peaufine en premier. Reste aussi l'épisode avec les témoignages sur les jeunes, ce qu'ils voudraient dire aux professeurs. Donc tout ça
à suivre. Et sachez que vos messages et vos commentaires ainsi que les likes et les étoiles sur les plateformes d'écoute me laissent à penser que ce travail que je fais vous plaît et vous apporte quelque chose. En tout cas, moi je le fais avec beaucoup d'enthousiasme. C'est super intéressant de faire des recherches pour creuser ces sujets qui me touchent, qui touchent mes proches, qui me touchent dans mon travail aussi, dans ma formation. Et c'est très très enrichissant de les partager avec vous. J'ai pas de certitude, j'ai pas la prétention d'annoncer des nouvelles vérités. Je pense qu'on avance tout le temps, qu'on découvre des choses, qu'on fait de notre mieux, qu'on partage nos connaissances dans leur état actuel, que la recherche et la science évoluent, avancent, qu'on se trompe aussi, et que tout ça fait partie de la vie. Alors, on continue, au propre et au figuré. Je reprends la lecture, l'auteur continue avec une parenthèse #MeToo. Elle dit « Personnellement, lorsque j'avais plus de 30 ans, et oui, et que j'ai eu ma première consultation gynécologique, j'avais demandé au médecin de bien m'expliquer, parce que c'était la première fois que je consultais un gynécologue. J'étais là, en fait, pour un début de fausse couche, et j'ai vécu, en tout cas ressenti comme un MeToo, lorsque ce même praticien, pressé, m'a dit « Dépêchez-vous, j'ai un accouchement qui m'attend » et qui m'a fait une échographie interne sans me prévenir, ni du geste, ni de m'expliquer quoi que ce soit. J'ai plus pleuré de l'indélicatesse et de la violence du geste. Je l'ai vécu avec vraiment un affreux toubib, un monstre avec les femmes à mon sens. Et j'ai plus pleuré que de la fausse couche que je vivais en même temps. Elle reprend son récit en parlant de la routine et des habitudes, les comorbidités du TSA et parler de choses qui viennent de la part des médecins. Routines et habitudes, rien de plus inhabituel en dehors de la routine et difficilement contrôlable qu'un rendez-vous médical, même s'il est prévu et bien préparé et longuement anticipé. Les comorbidités du TSA, donc des troubles qui peuvent être associés au TSA, sans parler du cortège de copines, entre guillemets, enfin des pestes qui vont souvent avec un trouble du spectre autistique, comme le dit ma frangine. Il y a l'anxiété, la douleur, les difficultés à parler de soi, de ses ressentis physiques, les difficultés d'interoception. Et de la part des médecins, parfois de l'infantilisation, du manque du temps, presque toujours, pour expliquer tous les paramètres du contrôle médical. Et parfois aussi de la culpabilisation induite. Mais enfin, c'est une petite chose, c'est rien du tout ça. Alors, on demande à des policiers de ne pas crier, de ne pas toucher et de ne pas forcer à regarder dans les yeux. Pourquoi ne pas demander au médecin de demander l'autorisation avant de toucher, de ne pas culpabiliser et d'expliquer chaque geste, maladie ou soin? Est-ce que les médecins seraient des grands ennemis des autistes, en tout cas rarement aspi-friendly, parmi ceux que j'ai connus? Mon papa, par exemple, en a fait les frais. Ce vieil autiste, il est touché obligatoirement, sans son consentement, contre son gré. On lui crie dessus parce qu'il ne se laisse pas faire pour les soins. Et ensuite, il est grondé parce qu'il a le culot de ne pas regarder dans les yeux. Et le médecin lui dit « Regardez-moi dans les yeux quand je vous parle ». Ceci donc à un vieux monsieur diagnostiqué autiste Asperger. En fait, je devrais peut-être demander aux policiers de Perpignan, formés en autisme Asperger, de venir donner une formation pour expliquer qu'il ne faut pas toucher un autiste, il ne faut pas lui crier dessus, ça sert à rien, ça va le bloquer. Ne pas le forcer, c'est violent. Et ne pas le forcer ni à regarder dans les yeux, ni à certains gestes médicaux. Ça semble pas si compliqué. Les urgences vitales absolument urgentes dans lesquelles on n'a pas le temps d'appliquer un protocole qui dirait ne pas toucher, ne pas crier, ne pas forcer, demander le consentement, sont relativement rares. La plupart des consultations médicales pourraient respecter ces 3 règles simples. Ne pas toucher sans autorisation, ne pas crier sur son patient, être patient avec son patient, et ne pas forcer à regarder dans les yeux et ne pas forcer à faire certains gestes médicaux. Pour conclure avec mes propres mots, je remercie le blog Choisis la vie. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. Donc, je la remercie infiniment de m'avoir autorisé à lire ce texte percutant. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent qui s'appelle « L'autiste et le médical, comment on fait ?»,
Vous pouvez le retrouver en lien en description aussi ou sur le moteur de recherche. Il comporte des pistes concrètes pour dialoguer avec votre médecin ou avec le médecin de votre enfant autiste. Moi, je vous dis à très bientôt avec pour thème... Ah bah non, en fait, on a dit que je ne sais pas encore. On verra bien lequel je vous finalise en premier. Cette fois-ci, j'avais pas prévu de faire un bonus, un petit contenu caché. J'étais contente, je m'étais arrêtée à 15 minutes 00. Ça collait bien, mes enfants allaient être ravis pour des chiffres nets. Et puis, il y a quand même un truc que je voudrais rajouter. On est dans une société qui est hyper marquée par la pensée et la culture de la responsabilité personnelle. En soi, c'est super. Mais alors, on va dire, si je suis une bonne personne et que je projette des bonnes intentions, ça va aller pour moi. Donc ça veut dire que si ça se passe mal avec les soignants, c'est de ma faute. C'est moi qui ne suis pas une assez bonne personne, qui ne projette pas assez de bonnes intentions. Et si le soignant, c'est une bonne personne et qui fait lui-même un travail sur lui, ça va être un bon soignant. Et si ça se passe mal, c'est que lui, il ne prend pas assez le temps de m'écouter ou de m'expliquer, qu'il ne comprend pas bien ce que j'explique ou mes attentes. Et c'est une mauvaise personne. En fait, non, dans les deux cas. La responsabilité personnelle, elle a ses limites. Et on est confronté au principe de réalité qu'est la société. Et la société, elle est régie par la politique. Donc taper sur les médecins et les soignants pour dire que les choses vont pas, ou s'en vouloir à soi-même, en pensant qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, dans les deux cas, ça va pas. Parce que c'est omettre les causes externes. C'est pas juste une question de responsabilité personnelle et de développement personnel. Et les causes externes, dans certains de nos pays, quand le système lui-même est malade et qu'on ne donne pas aux soignants ni les moyens économiques ni les moyens temporels de prendre vraiment et structurels de prendre vraiment en charge le patient, que l'accès aux formations de qualité est parfois noyé dans un immense bullshit médiatique, qu'ils ont des conditions de vie et de travail très très compliquées, qu'ils n'ont pas de soutien, je n'ai pas de solution clé en main. Et je ne suis pas en train de vous dire de vous transformer en militant, mais simplement, il s'agit de mettre aussi le doigt dessus, de mettre les choses en perspective, parce que si on a plus d'éléments de compréhension de l'ensemble de la situation, on va être plus à même d'y faire face, sans stigmatiser l'une ou l'autre des parties. Parce qu'au final, c'est quand même ensemble qu'on va avancer et faire bouger les choses.